Donc le mot disruptif vient du latin disrumpere, rompre. Il s'emploie pour qualifier la décharge électrique qui éclate avec étincelle. Alors, au feu. Prendre le micro. Bonsoir. La définition n'était pas de moi, hein, donc Alors comme les grands-parents pour le climat font un appel aux consciences, moi j'espère que cette intervention va contribuer à une conscience élargie, parce que faut que ça marche. Juste que je l'allume. Et le sujet de mon intervention de ce soir, c'est ceci. L'œil ne voit que ce que l'esprit est préparé à comprendre. Et la question qui se pose, c'est que sommes-nous prêts à comprendre ? Qu'est-ce que nous croyons vrai ? Et je voudrais aborder ce sujet en 3 points assez brefs, puisque je fais une intervention brève. Le premier, ce sera les paradigmes. Le second, la connaissance. Et le troisième, le pouvoir, le futur. Je prends une allégorie qui est très connue pour le premier point, qui est l'allégorie de Platon. Tout le monde connaît des hommes enchaînés, enfermés dans une grotte, n'ayant jamais vu la lumière du jour, ne voient devant eux que des objets, que l'ombre des objets qu'on projette, actionnés par, disons, donc des marionnettes ici, qui projettent des ombres. Et je vais librement interpréter le mythe en cette étape. D'abord, première étape, l'obscurité et l'enfermement, qui peut être l'allégorie de nos propres pensées, de nos propres préjugés, de nos habitudes, de nos vérités toutes faites. Et donc peut-être que cet enfermement, cet enchaînement, c'est celui d'une zone de confort même, de la vérité illusoire, du confort des habitudes que nous ne voulons pas interroger. Puis imaginons un des hommes entend un appel, il a une soif intérieure, et l'appel intérieur fait qu'il bouge, ou alors il est libéré, ou il se libère, et là il découvre que ce qu'on leur montre est faux, que ce n'est pas la réalité, que c'est comme une télévision qui projette des images, ou comme les masses médias qui projettent une certaine forme de représentation de la réalité. Peut-être que c'est la télévision intérieure de nos pensées aussi. Et puis, il découvre le feu, admettons, il découvre qu'il y a un chemin qui le mène vers le haut, il prend ce chemin, et en 3 passages, il arrive en haut, et là, il découvre la vie, évidemment, il est aveuglé, comme vous le voyez. Le soleil l'empêche de voir, et puis ses yeux s'habituent. Et là, il voit, il découvre les minéraux, les végétaux, les animaux, la nature, la vie. Et il commence à explorer, et peut-être même à vivre une expérience avec la vie, à collaborer avec la vie, puisqu'il y a une amphore. Donc peut-être que ça indique que lui va commencer à fabriquer avec les éléments qu'il a. Et puis il vit. Et un jour, il se souvient. Il se souvient d'où il vient. Et là, il se dit, il faut que j'aille leur raconter, il faut que j'aille leur dire ce que j'ai vu, qu'il y a une vie, qu'il y a autre chose. Et il décide de retourner, il en fait sa mission. Il va s'asseoir auprès des frères auprès desquels il était enchaîné. Et là, il leur raconte. Et évidemment, ils ne le croient pas. Ils lui disent, mais t'es complètement fou. C'est comme disait Nietzsche, hein, ceux qui étaient vus en train de danser étaient considérés comme fous par ceux qui n'entendaient pas la musique. Et ils n'entendent pas la musique. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un autre monde. Alors lui, il insiste. Et les autres le trouvent un peu dérangeant. Il a une vérité qui dérange, comme Al Gore. Alors on lui dit, mais tu nous emmerdes en fait. Hein, tu viens nous menacer dans la réalité qui est la nôtre, dans nos habitudes. Et puis on commence à lui dire, mais tu sais, on va t'éliminer. Donc il va mourir parce qu'il a une vérité autre. C'est un hérétique. Mais la graine est plantée. Et des années plus tard, peut-être, de manière invisible, elle va grandir. Et puis un jour, ces hommes se libéreront et ils iront eux-mêmes explorer la vie. Alors ma question, c'est, sommes-nous des hommes de la caverne ? En fait, comme vous savez tous, puisque c'est un truc qu'on sait mais qu'on ne travaille pas forcément, notre pensée n'est pas le réel. Donc notre mental, lui, il filtre, bien entendu. Et donc nous créons une réalité. Le réel et la réalité, ce n'est pas la même chose. La réalité, c'est la perception que nous avons du réel. Donc le réel est là, et puis nous, on filtre, on a nos interprétations, nos paradigmes, nos croyances, et alors on développe une perception. Et puis, de cette perception, bonne ou mauvaise, on prend des décisions et on agit. Alors, je pars de l'idée que nos pensées, pour beaucoup d'entre vous le savent, ne sont que des histoires que nous nous racontons.
Et ces histoires que nous racontons dans un certain état de conscience, avec plus ou moins dominé par la rationalité, par l'ego, par d'autres choses, mais en tout cas, ces pensées sont des histoires que nous nous racontons. Et donc je pose la question, avons-nous une pensée automatique d'homme de la caverne qui reste emprisonné dans des paradigmes anciens ? Parfois c'est très drôle, voilà, ici j'ai trouvé une représentation qui m'a un peu fait rire, en même temps c'est triste. Vous voyez, quelle est votre opinion sur la pénurie d'aliments dans le reste du monde ? C'est quoi les aliments ? C'est quoi la pénurie ? C'est quoi le reste du monde ? C'est quoi une opinion ? Mais parfois, en fait, on peut le voir autrement. Les cartes que nous avons dans la tête, par exemple celle-là, vous voyez bien, c'est une carte qui représente la taille des continents, entre autres l'Afrique, c'est fascinant. C'est une carte vue par les pays du Nord. Et puis un jour, j'ai vu la carte qui représente la vraie taille de l'Afrique. Et alors un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi ce truc ? Et voilà, en fait, ça, c'est une autre carte. Mais là, bon, pour dire ça clairement, c'est clair que ces cartes-là disent plus sur nos paysages mentaux que sur le paysage réel qu'elles représentent. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que nous avons dans la tête ? Et je voudrais simplement poser cette question par rapport à un ancien paradigme et un nouveau. Si notre vision du monde, c'est que l'homme est un individu séparé de la réalité, comme la réalité est d'ailleurs fragmentée, que l'univers est fragmenté, effectivement, que les briques universelles sont toutes séparées, que nos pensées sont linéaires, une cause A donne un effet B, que l'humanité est au-dessus de la nature et qu'elle peut se contenter de l'exploiter, que la matière est la base de tout, que la vie est matière et après il n'y a plus rien, que le progrès c'est plus de consommation et de pouvoir, que l'économie se base sur la compétition, le profit et l'exploitation linéaire de la nature. On prend, on exploite, on crée plein de pollution. Et que le rôle de l'humanité est de maîtriser la nature à son service. Si ça, c'est notre idée de notre place dans l'univers, c'est la conscience que nous en avons, je questionne vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que vraiment tout est basé sur la séparation et sur la compétition ? Et même sans qu'on le sache, ce paradigme-là est dominant dans pas mal de cas. Mais pourtant, c'est assez étriqué. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un nouveau paradigme a émergé, entre autres grâce à la science, pas seulement, mais entre autres grâce à la science, et c'est le paradigme quantique, dans lequel on voit bien que l'individu, ou nous, on est partie d'une nature et d'un cosmos, on en fait partie intégralement. Ce cosmos lui-même est holistique et organique, c'est un champ universel dans lequel tout est relié. La pensée est circulaire, on voit bien que par exemple le soleil qui est en train de se consumer permet la vie sur Terre. Tout est circulaire. On voit aussi que l'homme pourrait se concevoir comme étant partie intégrante du réseau de la vie, que, comme dit la physique quantique, la matière n'existe pas. C'est qu'une énergie à des niveaux différents de densification. Le progrès pourrait être le bien-être de tous au service de la vie et du vivant, plutôt que de considérer qu'on est séparés. Et l'économie qui émerge d'ailleurs sous nos yeux est une économie d'un autre type, tout à fait collaborative, basée sur le partage, basée sur la création de valeur et évidemment avec comme outil formidable le nouveau système nerveux qu'on a construit, Internet. Et le rôle de l'humanité pourrait être complètement vécu comme étant autre, servir l'humanité sous toutes ses formes. Alors je vous dis simplement, ce que je pense, c'est que ce n'est pas du tout pareil de partir d'un paradigme ou de partir d'un autre, et que moi je me demande ce qui nous empêche de voir ce qui a déjà été dit. J'ai failli mettre un proverbe qui m'a fait rire, tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut tout répéter. Et donc ce paradigme, il n'est pas du tout nouveau. Et donc je pense que ce qui nous empêche de voir, c'est la peur, d'une part, la peur de perdre, la peur de ne pas savoir, la peur de l'inconnu. Le pouvoir, parce qu'il y a effectivement des mécanismes de pouvoir en place qui maintiennent les circuits actuels, et les paradigmes, puisque dans notre grande ignorance, souvent, on est dans des mauvaises représentations des choses. Et en bref, je dirais pour cette première partie, je pense que nous avons le choix, c'est un des choix. L'intention pourrait être, soit on reste enfermé dans la caverne, c'est-à-dire on reste esclave de nos pensées en pensant que c'est la réalité, soit on sort parce qu'on entend un appel, ou bien on a entendu l'appel mais on y reste sourd. Soit on actionne les manettes du pouvoir, ce qui peut aussi être rigolo pour certains. Soit on passe vraiment et on décide de quitter, d'aller plus loin que simplement ce qu'on a toujours cru, le monde du connu, et on décide d'entrer dans un autre monde. Évidemment, le futur n'est pas encore connu. Et alors on explore, et puis on a encore le choix de retourner ou pas dans la caverne et d'aller témoigner. Et ça dépend de ce qu'on veut.
Donc je voudrais parler un tout petit peu de quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui est ce livre que peut-être vous connaissez, Jérémy Narby. J'aborde le sujet de la connaissance avec lui. Ça s'appelle L'ADN et les origines du savoir. Et Jérémy Narby raconte qu'il est un anthropologue en Amérique du Sud. Il va dans une tribu qui fonctionne beaucoup avec un hallucinogène qui est l'ayahuasca. Et il pense que les plantes leur parlent. Et Jérémy Narby dit qu'il n'a jamais autant ri qu'en entendant ça. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne avec un cerveau rationnel universitaire cartésien qui pense que c'est tout à fait idiot. Bien sûr, la nature ne parle pas aux hommes. Enfin, c'est quoi cette histoire ? Et puis des années plus tard, il est dans un congrès à Rio où il découvre évidemment que, bien entendu, la connaissance que les gens ont développée, le savoir botanique énorme qu'ils ont développé est utilisé par les firmes pharmaceutiques et que, sans aucun scrupule, on ne mentionne pas ces peuples. Et il décide d'y retourner avec une dette. Mais cette fois-ci, il décide d'y retourner en se posant des questions qui seraient simplement différentes. Est-ce qu'il est possible que la nature parle avec des signes ? Est-ce qu'il est possible qu'il faille le voir pour le croire plutôt que le contraire ? Et je pense que c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'on doit rester dans le vieux dicton « je ne crois que ce que je vois » ou bien est-ce qu'on peut changer et dire qu'on voit ce qu'on croit ? Et ensuite, il va expliquer comment prendre conscience de son regard avec une métaphore qui est toute simple. Il dit, prenons un stéréogramme. Alors, je ne sais pas ici si vous voyez donc, deux cavaliers quelque part. Et puis, effectivement, quand on regarde un peu plus loin, quand on défocalise son regard, c'est ça un stéréogramme, hein, on se rend compte, mais ici c'est assez facile, je crois, qu'il y a plein de visages dans cette photo qui apparaissent. Et que si on défocalise, on voit effectivement plein de visages. Donc c'est défocaliser pour voir au-delà de ce qu'on croyait vrai. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il propose dans son livre par rapport à la connaissance, en disant, dans le fond, si on défocalise et qu'on arrive à avoir un regard à la fois rationnel et un ressenti scientifique autre, qu'on ne part pas d'un cartésianisme figé et qu'on unifie, on intègre, on peut se rendre compte à quel point la nature est vraiment une source de connaissance. Et ça m'amène en fait à vous faire une petite réflexion sur la connaissance. La connaissance étant, je vais la mettre très simplement dans 4 cadrans, et puis vous allez voir, c'est facile. À gauche, les parties, ou le je, à droite, le tout. En bas, le concret, la matière, tout ce qu'on connaît en fait. Hein. Et en haut, l'abstrait. Alors on dit le monde de l'invisible est en haut et il est la cause du monde d'en bas. Dans certains cas, c'est une façon de le voir. Soit je regarde les choses de manière concrète en divisant en parties. Donc je vais par exemple analyser une chenille ou un papillon. Voilà. Je vais la disséquer même, hein, parce qu'on va jusque-là. Je vais disséquer tout, je vais regarder chaque partie. Et je vais comprendre quelque chose. Je vais même pouvoir en parler dans un langage scientifique. Mais éventuellement, je pourrais même aller un peu plus loin et avoir une pensée systémique. C'est-à-dire je peux comprendre la chenille dans son environnement, le papillon. Je peux même comprendre le processus qui permet alors, dans une série de liens assez complexes, la mutation ou la transformation de la chenille en papillon. Phénomène extraordinaire. Mais alors, évidemment, au départ de cette connaissance concrète, je peux encore aller plus loin. Je peux aussi développer une connaissance dite symbolique et utiliser la symbolique de la chenille qui se transforme en papillon. Je peux faire plein de liens avec la vie. Je peux imaginer que, en ayant une connaissance symbolique, je peux me dire que la mutation dans la vie n'est jamais qu'une mutation de la chenille en papillon avec une destruction, et que les cycles, par exemple, qui permettent de passer, ceci est l'évolution de la femme, je trouvais ça drôle, par exemple de l'enfance à l'adolescence, c'est une série de morts. Je peux développer une énorme connaissance symbolique. Je peux parler des symboles comme je veux, mais si je ne ramène pas ça à moi, je ne sais toujours rien. Comme je dis toujours en rigolant, il y a des gens qui connaissent tous les codes, les panneaux signalétiques, mais ils ne savent pas conduire. Donc ceci, c'est du savoir. Mais après, il va falloir que je ramène ça vers moi. Parce que si effectivement je veux avoir une connaissance, si je veux naître avec l'univers, en harmonie avec l'univers, il faut que je fasse une expérience moi-même de ce que la chenille et le papillon veulent dire. Symboliquement éventuellement. Il faut que je comprenne qu'il y a des choses en moi qui peuvent mourir. Et donc je peux faire une mutation de la conscience et je peux raisonner avec l'univers. Donc ça, c'est une intelligence du cœur. Et moi, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que pour une fois, donc tous les scientifiques et les spiritualistes se rejoignent. Toutes les traditions spirituelles du monde ont parlé de ce lien avec l'univers qui est un, de l'expérience de l'unité, dans la méditation, dans les pratiques quelles qu'elles soient. Tous les gens qui en font savent qu'il y a des moments où on se sent un. Et c'est une expérience inouïe. Quand on l'a fait, ça change la vie. Mais comme par hasard, à ce moment-ci, la science dit la même chose.
Elle dit le cosmos est un, il est unifié, il y a un champ universel de conscience. Et en plus, nous, on fait partie de ce champ et nos pensées, dans la science de l'intention, c'est ça. Liane McTaggart a parlé de ça, à quel point nos pensées sont elles-mêmes une énergie qui crée la réalité. On en est au point où on peut rejoindre le je et le nous et vraiment se rendre compte que tout peut être vu comme un. Donc si nous pensons à ça, je veux dire simplement, à ce moment-là, on va au centre, il y a la quintessence évidemment, hein, on va pouvoir être à la croisée, nous, être autrement dans le monde, être des êtres différents. C'est pour ça que je pense que si on développe les 4 possibilités liées à la connaissance, on va se rendre compte que la crise de l'humanité actuelle, c'est une crise normale, naturelle. C'est une mutation d'un état de conscience vers un autre. Et peut-être que si on joignait tous les gens qui sont à ce stade co-créateurs, évolués, qui veulent un autre monde, on pourrait arriver à vraiment avoir un impact encore plus grand sur la réalité. Alors, la plus grande illusion de ce monde est l'illusion de la séparation, mais comme je dis, il faut le voir, pour le voir, il faut le croire. Donc, comme je suis dyslexique, je dois le lire, ce truc. Et je pense que c'est vrai. Prenons, pour terminer ceci, une légende que certains connaissent, le golem créé en 1500, la légende du golem, créé en 1580 par le rabbin de Prague, qui lui était en contact avec les archétypes. Il crée un être de boue, de limon, pour protéger le ghetto de Prague contre les attaques antisémites. Et pour l'animer, il met sur son front un mot qui est ce mot, émet en hébreu, qui veut dire vérité. Puis le golem joue son rôle, il protège la communauté. À un moment, la communauté estime qu'elle n'a plus besoin de lui et commence à l'utiliser. On dit même qu'elle le réduit un peu en esclavage. Et le golem se révolte, il détruit des objets, il tue des gens. Et la communauté demande au rabbin de Prague de mettre fin à ses jours. Et le rabbin va le faire en enlevant une lettre, ce qui fait que le mot qui apparaît est le mot mort. Donc la lettre qui a disparu, c'est la lettre Aleph. En hébreu, cette lettre, c'est celle du 1. C'est celle du souffle du 1, ou la lettre de l'unité, ou le mystère de la vie qui passe à travers nous. Comme dans Adam. Nous sommes tous des Adam. Dam, c'est le sang, et A, c'est 1. Donc nous sommes soit l'agitation ou l'émotion du 1, ou de Dieu, selon ce qu'on fait, évidemment, à l'ULB. Je vais dire ça difficilement, mais je le dis. En tout cas, quand on enlève le 1, la question qui se pose, c'est peut-être que nous aussi, lorsque nous nous coupons du 1, nous donnons la mort, comme on est en train de le faire. Et je terminerai en parlant de ce que j'appelle le futur comme cause du présent. Si on admet que notre vision du monde, le paradigme d'où on opère, crée un monde, la question qui se pose, et je reviens à ça, si on agit et si on prend des décisions et qu'on agit avec le mauvais paradigme, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que le plus intéressant aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ce n'est pas une crise économique, ni une crise financière, ni rien du tout. C'est peut-être une crise de la pensée, une crise dans la manière dont nous voyons le monde qui pose problème. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce serait vraiment intéressant de basculer la manière dont nous voyons, nous, hommes et femmes, dans le monde et la place qu'on y occupe et le rôle qu'on peut jouer et comment nous sommes co-créateurs de ce monde. Bon. Je dis toujours, il y a un monde qui se détruit et un autre qui émerge, mais ce n'est pas pareil selon l'endroit d'où on agit. Si on agit avec la peur de perdre, ce n'est pas pareil que d'agir avec la vision du désir, la vision et le désir du futur. On ne va pas arriver du tout à la même chose. Dans un cas, on va plutôt être dans des forces de régression, on va freiner, on va rénover, comme je dis, c'est-à-dire on va réaménager le mobilier dans la même pièce. Dans l'autre cas, on va se laisser guider par un futur qu'on ne connaît pas. Et on va vraiment innover. Et je pense que c'est ce que ce soir, vous allez voir dans l'approche que Gauthier va présenter, entre autres. Mais moi, je pense simplement, ne rentrez pas dans le détail, mais Erwin Laszlo, qui est un homme que j'aime vraiment beaucoup, a montré un jour à quel point, voilà une image du changement, ça c'est les turbulences, et le fait qu'on soit arrivé à un endroit où on est dans une crise systémique, où tout système est poussé à ses extrêmes, et donc que le scénario de la bifurcation, c'est simplement qu'à un moment, une bifurcation se fait, on va dans un sens ou dans un autre, et on ne peut pas prévoir le futur. Mais il y a 2 scénarios qu'il a appelés breakthrough ou breakdown, donc un scénario qui va vers le succès, la création d'un nouvel ordre social, économique, culturel, et un autre qui est une panne complète. Et quand on regarde ce qu'il a dit, je voulais simplement vous montrer 2 choses. Ce sur quoi repose le futur,
c'est assez simple, il semble. Et c'est même des choses que nous, on connaît. C'est la paix, c'est des modes de résolution des conflits, c'est une relation écologique avec la Terre, écologique entre guillemets, c'est des échanges et une coopération complètement nouvelle à des niveaux nationaux, internationaux, des types de gouvernance qui arrêtent d'être préservés des intérêts qui n'ont pas forcément lieu, et des modes de vie coopératifs qui sont en train d'émerger. Et là, on aura un nouvel ordre social. Et on voit à l'envers, évidemment, que si on continue à créer des conflits, des confrontations et à ne pas tenir compte de toutes les polarisations, l'écart entre les riches, les pauvres et tout ce qui est en train de se créer, on va vers plus de conflits, plus de terrorisme. Ceci, pour vous dire simplement, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qu'il existe sans doute un futur que certains imaginent, qu'on pourrait tous imaginer ensemble, que ce futur qu'on imagine, il repose bien entendu sur une mutation de la conscience qu'on connaît d'ailleurs. C'est-à-dire une conscience qui est beaucoup... en gros, c'est passer de l'ego à l'éco-centrique. C'est arrêter de se croire le centre du monde et c'est arriver à sentir des rapports de collaboration et de flux au lieu de rapports de pouvoir. Ces choses sont déjà là. Et cette réalité, le futur que l'on imagine, je veux dire, ça peut devenir notre réalité, ce concret. Mais ça repose simplement sur ceci. Nous croyons des histoires. Vous savez qu'on n'a pas de vision beaucoup en Europe, hein, mais si nous avons une vision d'un futur que l'on veut, si on réunit des gens qui imaginent et qui créent une vision d'un futur que nous voulons, et plein de gens sont là pour ça. Ils l'ont déjà et on peut la co-créer. On pourrait imaginer qu'on crée un monde qui est vraiment beaucoup plus que le réel qu'on a pour le moment, parce qu'on n'a jamais vu ce monde. Et je pense que si on le faisait, si on créait ça, le futur deviendrait la cause du présent. Ça veut dire que à ce moment-là, pour le voir, à mon sens, ce futur, il faut le croire. Et il faut vraiment qu'on se mette à le croire. Donc je termine simplement en disant ça. L'œil voit seulement ce que l'esprit est préparé à comprendre. La question, c'est vraiment que sommes-nous prêts à voir. Et comme dit un collectif de femmes en Bolivie, prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Rêvez bien.